Chers amis, bonsoir. C'est un immense plaisir pour moi de vous rejoindre à partir de l'événement culturel et littéraire de l'année, le Salon international du livre d'Alger. Ce carrefour des écritures, des littératures et des imaginaires et qui va s'illustrer ce soir à travers 3 auteurs et 3 écritures différentes. Tout d'abord, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Monsieur Mohamed Tahar Zeggar. Monsieur Zeggar, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir, Monsieur Zeggar. Vous êtes ancien détenu politique du FLN historique de 1957 à 62. Vous avez été membre de la zone autonome d'Alger en lutte contre l'OAS en 1962, expérience dont vous avez tiré un ouvrage qui s'intitule « Vérité sur les crimes de l'OAS en Algérie ». Mais l'ouvrage qui nous intéresse ce soir s'intitule « La bataille politico-diplomatique pour l'indépendance de l'Algérie ». Merci encore, Monsieur Zeggar, d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie pour votre accueil et tout l'intérêt que vous portez à cette question. Merci à vous, Monsieur Zeggar. Mon deuxième invité est cette fois-ci non pas un historien ou un essayiste, mais un romancier. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Abdelaziz Othmani. Monsieur Othmani, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci à vous pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir honoré. Vous êtes enseignant en littérature et vous êtes auteur d'un premier roman mûrement réfléchi, comme on va le découvrir tout au long de cette émission, et qui s'intitule « Sin, la lune en miettes » que nous allons découvrir ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Othmani, d'être parmi nous. Merci à vous. Et enfin, un habitué du Salon international du livre d'Alger, une figure incontournable, Monsieur Ben Aouda Lebdaï. Monsieur Lebdaï, bonsoir. Bonsoir Jawad. Pardon d'avoir écorché votre nom, j'ai l'habitude de vous appeler Ben hors antenne. C'est pour ça. Effectivement. C'est un plaisir toujours renouvelé d'être en présence de tes questions qui vont venir et qui sont toujours percutantes. J'espère. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes écrivain, essayiste, chroniqueur, universitaire, spécialiste de la littérature africaine et vous venez de publier un ouvrage qui s'intitule « Afrique du Sud, histoire et littérature » et qui va être l'objet de notre examen ce soir. Merci encore d'être parmi nous, monsieur. Alors, je me tourne vers le doyen de ce plateau. Navré de vous le rappeler, monsieur Zeggar, même si vous êtes toujours bon pied, bon oeil. Pour un compliment. Mais c'était voulu comme un compliment. Et ma première question au sujet de votre ouvrage, La bataille politico-diplomatique pour l'indépendance de l'Algérie, c'est pourquoi cet ouvrage, alors que vous-même, à partir de l'indépendance, vous n'avez pas été diplomate? Quelle a été la genèse de l'ouvrage et sa visée? Oui, je n'ai pas été diplomate. Vous l'avez rappelé, j'étais militant du FLN. J'étais arrêté, j'étais mis en prison à l'âge de même pas 18 ans. J'étais le plus jeune prisonnier politique FLN en France. Vous avez rappelé les 2 ouvrages précédents. Je vais répondre directement à la question parce que je pense que le temps nous est compté. Certes. Eh bien, écoutez, il y a 3 raisons. La première raison, c'est que lorsque nous étions en prison et que nous faisions les grèves de la faim, au nombre de 3, entre 59 et 61, ceux qui parlaient de nous en tant qu'invisibles emprisonnés, c'était ceux qui étaient visibles à l'extérieur, les délégués ou chefs de mission du FLN, puis de GPRA ensuite, et plus tard devenus des ambassadeurs. Ils étaient les seuls à parler de nous et qui faisaient beaucoup de bruit, on disait à l'époque, mais beaucoup d'interventions auprès des médias pour que des médecins soient envoyés à la prison de Fresnes pour nous suivre notre état de santé qui se détériorait à grand V. Et on était au 18e jour de grève et à partir du 10e jour, on a coupé l'eau. Alors vous imaginez, pour vivre sans eau, et tout ceci c'était pour annihiler, réduire notre grève de la faim. Et ce qu'on demandait, on demandait pour être traités comme des prisonniers politiques et non pas comme des hors-la-loi, des hors-la-loi etc. Ou des gens qui sont des voleurs, etc., etc. Voilà. Donc ils ont fait énormément pour nous. Et c'était pour nous, ils nous rendaient visibles.
il rendait notre combat visible. Et même dans la grève, pour la grève de 62, en novembre 62, il y a eu même une résolution des Nations Unies qui a condamné à l'époque les autorités françaises pour que soit reconnu notre statut de régime politique. Ça, c'était déjà en 61, après 59. Donc, j'avais une sorte de dette parce que j'étais responsable de la prison. Et donc, je me suis dit peut-être un jour, si on est encore vivant, j'en parlerai. Et la deuxième raison, j'ai apprécié le rôle de tous ces ambassadeurs. On sait en général que l'action diplomatique de l'Algérie pendant la guerre de libération était une action tous azimuts sur tous les continents et qui a réussi. Absolument. Et cette réussite ne vient pas de rien. Alors j'ai voulu évoquer l'origine de ces personnes qui n'étaient pas comme ça prédisposées à devenir des ambassadeurs ou des grands commis de l'État. C'est les circonstances de l'histoire, de la lutte de libération, qui les a préparés, qui les a poussés vers cette voie. Eh bien, d'abord, ce n'était pas une génération spontanée. La diplomatie algérienne n'est pas née le 1er novembre. Absolument. Déjà, Aït Ahmed parlait dans son rapport au comité central de Zenden en 1948, il parlait déjà de l'action qu'il va falloir mener sur le plan international. Et dans ce rapport que je cite dans le livre, pour quelques extraits, il parlait de la nécessité de préparer la lutte armée, puisqu'il était le responsable de l'organisation spéciale qui devait préparer la lutte armée. Mais, simultanément, il avait développé une stratégie de l'action diplomatique qu'il fallait conduire sur tous les continents. Et il avait terminé son rapport par cette phrase « Il faut que l'affaire de l'Algérie, la situation de notre lutte s'ouvre, je dis bien s'ouvre, sur l'universel. » Sur l'universel. C'était la première pierre dans l'édifice de la diplomatie algérienne. Et puis après, eh bien, la déclaration du 1er novembre, il était question de l'action, de la stratégie, de la lutte sur le plan international, de la lutte diplomatique. Et cette action, ils l'ont appelée internationaliser la question algérienne. Ça, c'est dans la déclaration du 1er novembre. Et enfin, celui qui a conclu, c'était à Ben Ramadan, lors du congrès de 1956, d'août 1956, qui avait évoqué la question, l'importance de l'action diplomatique et qui avait dégagé un budget pour la première fois substantiel pour que la délégation algérienne à New York puisse s'installer dans un appartement et ouvrir un bureau officiel. Et ceux qui étaient à la tête à l'époque, c'était Mohamed Yazid, d'un côté, qui est devenu ministre du GPRA, et Abdelkader Chenderli, qui étaient les deux, en quelque sorte, permanents, qui ont mené l'action auprès des Nations Unies. Voilà. Les trois raisons, c'est que ce n'est pas une génération spontanée, c'est quelque chose qui vient de loin, qui a été préparé. De tellement loin que vous situez dans votre ouvrage la genèse de cette diplomatie en 1925. Vous évoquez une période de 1925 à 1945 où vous évoquez des figures qui ont eu un retentissement international, notamment une figure relativement oubliée qui est celle de l'émir Khaled. De l'émir Khaled, qui est devenu le président du comité du Maghreb au Caire. Et donc, les leaders de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc se rencontraient, agissaient ensemble à l'époque. Eh bien, ils agissaient ensemble pour faire connaître la lutte de libération. Après la rébellion du Rif, qui a été dirigée par l'émir Khaled à l'époque. Donc, Abdelkrim. Abdelkrim était le premier qui les a reçus au Caire. Hein, quand Yazid est parti au Caire
pour éviter les poursuites de la police française en France quand il terminait ses études. Il y a eu, après l'évasion de Ben Bella, après le procès de Blida, avec Mahsas, qui également a rejoint le Caire. Il y avait Aït Ahmed, qui était également recherché par la police française, qui a rejoint le Caire. Et il y avait Boudiaf, qui était recherché, qui a rejoint le Caire. Donc ce premier noyau à l'époque, c'était au nom du PPA MTLD, en 52-53. On est avant le 1er novembre 54. Il y avait un début d'action diplomatique à cette époque-là, à partir de ce qu'on a appelé le secrétariat Maghreb au Caire, qui prenait des contacts vers l'Afrique, les pays arabes bien sûr, vers l'Asie, jusqu'à la conférence de Bandung de mars 1955. Justement, c'est un événement auquel vous consacrez un chapitre dans votre ouvrage et qui lui aussi a eu un retentissement considérable. Alors, il a eu un retentissement considérable, même si la délégation algérienne présente au mois de mars 55 était conduite par Aït Ahmed, et puis son adjoint, c'était Mohamed Yazid. Ils étaient deux. Mais la délégation algérienne était adossée à la délégation égyptienne. Elle n'était pas invitée en tant que partie prenante indépendante. Donc, il fallait se faire connaître encore davantage, puisque cette conférence de Bandung réunissait les pays d'Asie, la Chine, l'Inde. Il y avait Nehru, il y avait Zhou Enlai, Premier ministre de Chine. Et il y avait aussi l'Afrique. Pour les premiers pays qui à l'époque étaient indépendants, c'était l'Éthiopie. Hein, il n'y avait pas grand-chose comme pays indépendant. Et toutes les autres délégations étaient adossées à des délégations. Et celle de l'Algérie, du FLN, était liée, elle était dans le cadre de la délégation égyptienne. Donc il fallait s'en sortir. Est-ce que je peux dire quelque chose de particulier n'est pas connu? Je vous en prie. Mohamed Yazid avait fait quelque chose. C'est pour ça que dans la présentation du livre pour la conférence que je ferai à Paris le 3 novembre, il parle de la définition de la diplomatie. C'est, comme disait Clausewitz pour le militaire, c'est la continuation. Il disait que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Eh bien, moi, je peux vous dire que la diplomatie, c'est aussi la continuation de la guerre par d'autres moyens. De la politique par d'autres moyens, pardon. Oui. Donc, il y avait un lien direct à cet effet-là. C'est pour ça qu'on le retrouve dans les principales étapes et déclarations principales du FLN. Alors, Yazid, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il faut s'émanciper en quelque sorte de la délégation égyptienne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est allé voir le responsable de l'accueil et il a tissé des liens d'amitié appuyés sur une base un peu matérielle. Il nous a raconté, lui, ça au bureau politique, après l'indépendance. Gallo, toutes les heures et toutes les 2 heures, tu nous appelles au téléphone. Une fois, moi, Mohamed Yazid, il s'appelait à l'époque un pseudonyme Zoubir, et une fois Aït Ahmed qui avait un pseudonyme Farhi. Alors, Golo, tu nous appelles et tu dis que nous sommes appelés par quelqu'un en Europe, par exemple en Italie. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable. Les téléphones, c'était avec fil. Il faut aller à la cabine. Alors, tout d'un coup, on appelle Mohamed Yazid au téléphone. Il se lève, ou Akbir, hein? Il se lève et il traverse la salle. Donc, tous les gens le regardent. Ah, c'est lui, Mohamed Yazid, de la délégation du FLN, qu'on appelle d'un pays d'Europe. Et puis 2 heures après, il appelle Aït Ahmed. On appelle M. Aït Ahmed, délégué du FLN, évidemment, il le disait, et en même temps d'un pays d'Afrique ou d'un pays du Moyen-Orient. Ils ont fait ça pendant 2 jours, ce qui fait qu'ils sont devenus visibles. D'invisibles dans la délégation égyptienne, ils sont devenus visibles physiquement.
Et Yazid nous racontait au bureau politique qu'il ne savait plus où donner la tête. Pendant les pauses café, le déjeuner, le dîner, ils étaient invités à toutes les tables parce qu'ils voulaient savoir qui sont ces délégués du FLN. Et il m'a dit qu'au bout de quelques jours, au bout de 2 jours, notre carnet d'adresses était plein d'adresses et de téléphones. Voilà une anecdote qui illustre C'est bien. une anecdote, oui. Voilà, mais qui illustre bien cette diplomatie conduite par des hommes qui, au départ, n'étaient pas destinés à ce genre d'exercice. Non. Et c'est cette diplomatie, vous le retracez dans l'ouvrage, et c'est ma dernière question, qui a tenu la dragée haute à la 4e puissance de l'époque, soutenue par l'OTAN, et qui a empêché notamment des manœuvres telles que la partition du pays, des manœuvres telles que la paix des braves, etc. Et donc, vous nous montrez comment cette diplomatie-là a réellement tenu en échec toutes les tentatives d'installer l'indépendance algérienne dans une logique néocoloniale. Vous savez, les négociations, on parle des accords d'Évian. Mais ça, c'était l'aboutissement. C'était déjà vers le cessez-le-feu. Mais on ne sait pas qu'il y a eu 12 contacts secrets et confidentiels à partir de 1956. Aussi bien avec le secrétaire de la SFIO de l'époque qui s'appelait Comines, c'était un socialiste. Il y a eu des contacts à Belgrade. Il y a eu des contacts au Caire. Il y a eu des contacts en Tunisie. Et il y a eu des contacts en Suisse. À chaque fois, il y a eu des contacts. Et à l'époque, le gouvernement français, il s'est lancé dans la guerre. C'était l'époque où il n'arrêtait pas de proclamer l'Algérie française. Et pendant ce temps, la délégation algérienne, c'est-à-dire l'activité diplomatique, se déployait aussi bien en Afrique, pas seulement dans les pays arabes. Évidemment. Pas seulement dans les pays arabes. Bien sûr. Mais aussi en Asie. Commencer des contacts en Inde, en Chine. La Chine a été la première, par exemple, à recevoir la délégation du GPRA avec Ben Khadda à l'époque et Ouasmo Francis au GPRA. Après seulement Rahul Moscou. Ils sont allés à Moscou. Donc cette action était menée aux Nations Unies à New York, mais dans les pays arabes et aussi en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Donc c'est Donc comme vous sur l'avez tous dit. les continents. Oui, comme vous l'avez dit en début d'émission, c'était vraiment tous azimuts. Hélas, le temps manque pour développer tous les points qui se trouvent dans votre ouvrage. Je rappelle que le dit ouvrage s'intitule « La bataille politico-diplomatique pour l'indépendance de l'Algérie ». Monsieur Mohamed Tahar Zeggar, le mot de la fin? Le mot de la fin. Je voudrais dire une chose qui pour moi a toujours été importante et dans mon livre, je fais une biographie de toute une 50aine d'ambassadeurs qui sont devenus des ambassadeurs. Absolument, oui. Alors ils ont été d'abord délégués du FLN, chargés de mission du FLN, des représentants du FLN et enfin, bien plus tard, chef de mission et puis ambassadeur après l'indépendance. Je voudrais dire une chose importante. C'était des personnes qui étaient d'abord des militants, des patriotes. Ils ne sont pas devenus ambassadeurs comme ça, tout d'un coup, et devenir des comités d'État. Par exemple, comme dans certains pays. Rien, d'une certaine façon, ne les prédestinait à devenir ces diplomates qui avaient une envergure et qui étaient respectés à travers le monde par leur savoir. Tous, 99% avaient des titres universitaires. Il faut quand même dire que la dimension intellectuelle a compté. Il y avait le militantisme, mais il y avait la dimension intellectuelle. Et j'ajouterai, parce que ça m'a préoccupé, je me suis dit comment ces ambassadeurs, à l'exception de Saïd Dahleb, Saleh,
et l'autre qui était représentant de la Sonatrach à Alger, ceux qui ont quitté, et Kello, pas Kello, Kiwad, qui est devenu directeur de la fonction publique. Comment ça se fait qu'ils ont tous issus de petites villes moyennes d'Algérie? On pourrait penser, je suis sûr que si je vous posais la question, vous me direz, ah ben certainement il y a eu plusieurs délégués d'ambassadeurs qui étaient de la ville d'Alger, plusieurs d'Oran, plusieurs de Constantine. Eh bien pas du tout, détrompez-vous, il y avait un seul d'Alger, c'était Abdelrahman Kiwad. Un seul de Constantine, c'était Gellel, Sherif Gellel. Et personne d'Oran. Mais, ils étaient de Tlemcen, de Nodroma, de Ain Temouchent, de Mestranm. Un tiers, au moins 20 ambassadeurs qui sont devenus ambassadeurs, étaient de ces villes, mais pas d'Oran. À Alger, il y avait de Tizi Ouzou, de Bdjaya, de Blida, Yazid de Blida, de Chlef, qui est Brahimi par exemple. Eh bien, mais à Alger, il n'y avait qu'un seul. Constantine, il n'y avait qu'un seul. Ils étaient de Batna, des petites villes des Aurès, et jusqu'à Skikda et Annaba. Ça veut dire que c'est là où il y avait des Algériens qui avaient des niveaux moyens pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'université. Oui, et un ancrage social et territorial. Et dans les grandes villes, la paupérisation était à l'extrême. Dans les grandes villes, il n'y avait que des travailleurs qui avaient des moyens, des ressources extrêmement limitées. Comment voulez-vous qu'ils envoient leurs enfants dans des universités? Eh bien, tout cela, les lecteurs peuvent le découvrir dans votre ouvrage, La bataille politico-diplomatique pour l'indépendance de l'Algérie. J'ai oublié parmi vos multiples cordes de mentionner que vous êtes docteur en sociologie, raison pour laquelle vous vous êtes justement interrogé sur l'extraction sociale de nos diplomates durant la Révolution. Merci encore, Mohamed Tahar Zeggar, d'avoir été parmi nous. Je vous libère parce que vous avez des obligations qui vous attendent et je vous remercie encore. J'aurais bien voulu parler d'eux aussi en tant que personnalité et en tant qu'intellectuel. Certes, hélas. Ils ont été les intellectuels redoutables et qui ont gagné des batailles énormes à New York, aux Nations Unies. Absolument. Et donc, c'est cela d'ailleurs que vous retracez dans votre ouvrage. Voilà. Merci d'avoir été parmi nous. Il faut toujours considérer la connaissance, la science, comme étant des éléments de combat pour la justice, pour la liberté, pour la démocratie. Et en dernière instance, c'est ça le message de votre magnifique ouvrage. Merci beaucoup, Monsieur Zeggar. Au plaisir de vous recevoir et de vous lire. Ça m'a fait bien plaisir. Et je me tourne vers notre universitaire et spécialiste de la littérature africaine, Monsieur Benaoud Al-Bdaï. Et cet ouvrage, Afrique du Sud, Histoire et Littérature, et qui s'ouvre sur un thème. Je rappelle que vous animez aussi l'Espace Afrique, aussi là. Et donc absolument. Voilà. Et votre ouvrage s'ouvre sur un thème, sur l'un des thèmes qui vont faire les multiples conférences que vous animez, à savoir l'engagement en littérature. Et l'un de vos chapitres s'intitule « Engagement fanonien, Fanon et l'Afrique du Sud ». Me connaissant, comme vous me connaissez, vous savez bien que c'est par là que j'allais ouvrir notre débat. Exactement, puisque Jawed est non seulement animateur culturel. Non, ça c'est pas la question. Oui, je vous en prie. Mais il est aussi passionné de littérature. Mais aussi romancier. Et donc effectivement, la question de l'engagement dans la littérature est importante. Et nous avons tout un après-midi où on va parler de la littérature et de l'engagement de l'écrivain dans la littérature africaine en particulier, et pourquoi tant de romanciers africains ne restent pas indifférents justement aux problèmes de leur société, aux questions de l'histoire, de la philosophie et de la genèse de la connaissance en Afrique. Et en parlant de cet ouvrage Histoire et littérature sud-africaine, nous allons rendre hommage durant le Salon international du livre d'Alger, la 26e édition, à Nelson Mandela.
Nelson Mandela, donc le 1er novembre, ce n'est pas un choix qui est dû au hasard, dans la mesure où dans sa biographie, Nelson Mandela avait dit justement que l'Algérie avait fait de lui un homme. Et effectivement, il est venu s'entraîner en Algérie et il a beaucoup été inspiré par notre révolution. Et donc, nous allons rendre hommage le 1er novembre avec des spécialistes de Nelson Mandela pour parler justement de cet homme qui a révolutionné justement la question de la libération de l'homme dans un pays où, il faut bien le dire, ayant été le seul État dans le monde à décréter le racisme comme politique d'État. On peut être raciste ici et là, individuellement, mais en Afrique du Sud, le racisme était l'idéologie de l'État. D'où la séparation, d'où le terme apartheid, qui veut dire séparation, entre les Blancs et les Noirs. Alors, vous avez mentionné Nelson Mandela, vous m'offrez la parfaite transition pour un des chapitres phares de l'ouvrage et qui en plus rappelle l'un de vos ouvrages, une biographie que vous avez consacrée à Winnie Mandela. Et là, dans l'un de vos chapitres, vous évoquez Winnie Mandela et Steve Biko. Et cela m'a rappelé l'une des phrases justement de Steve Biko lorsqu'il dit « La meilleure arme du colonisateur, c'est le cerveau du colonisé ». Et votre ouvrage qui entrecroise l'histoire de l'Afrique du Sud et sa littérature met en exergue justement ce rapport de la littérature avec la lutte idéologique. Absolument. Il faut savoir, on le sait, il a passé 27 ans à Robben Island, au large de Cape Town. Le nom Nelson Mandela est resté dans l'histoire bien grâce à Winnie Mandela. Et donc, pendant toutes ces années, la lutte a continué, bien qu'il ait été emprisonné. Et Winnie Mandela a porté le flambeau justement de cette lutte en interne. Nous avons eu juste auparavant avec M. Zegar l'histoire de la diplomatie algérienne pendant la Révolution, et il y a eu les gens qui étaient dans le pays et d'autres qui étaient à l'extérieur. Les révolutionnaires sud-africains étaient souvent exilés, mais Winnie Mandela a refusé de partir, de quitter le pays justement, et elle a continué la lutte à Johannesburg et en particulier à Soweto. Et Steve Biko était un jeune étudiant, et Steve Biko il a fait en sorte pour réveiller la conscience noire des étudiants sud-africains, et en organisant des manifestations, des événements, des réactions à l'apartheid. Et disons, la lutte de Steve Biko ressemble beaucoup à la lutte des Noirs américains, en sachant que le but des Blancs sud-africains et l'idéologie disait que le noir était inférieur, c'était des numéros, ils n'avaient même pas de nom entre ils étaient parqués dans les bidonvilles, dans les townships. Et Steve Biko, justement, avait comme motto de dire que le noir est beau, comme Angela Davis l'avait dit aux États-Unis, Black is beautiful. Et c'était la même lutte. En voulant aller encore plus loin que Nelson Mandela, dans cette auto-affirmation que la liberté ne peut s'obtenir que si, justement, comme l'a dit Frantz Fanon, dans notre tête, nous nous libérons de l'idéologie coloniale et de l'idéologie raciste. Et du complexe d'infériorité qui en résulte. Oui. Voilà, qui en résulte et qui est inculqué. Et c'est dans ce sens-là, justement. Et Winnie Mandela, qui était véhémente et très dure dans ses propos, dans sa lutte, surtout auprès des femmes sud-africaines, avait soutenu Steve Biko. Et Steve Biko a été, comme nous le savons aujourd'hui, assassiné
dans les géoles sud-africaines. Alors qu'à l'époque, on disait qu'il s'était suicidé. Mais ça n'a jamais été le cas. Oui, toujours les mêmes procédés. On a fait pareil avec l'Arbi ibn Mehdi. Allah yarhamou. Exactement. Et vous mettez alors, on ne saurait vraiment faire le tour d'un ouvrage aussi richement documenté et aussi varié. Cependant, il y a comme ça des passages phares que j'aimerais souligner avec vous. Notamment, vous mettez en parallèle, puisque vous vous intéressez évidemment à la littérature autochtone, mais vous mettez aussi en parallèle deux littératures d'auteurs coloniaux, de colons, de pieds noirs en ce qui concerne l'Algérie et d'Afrikaners en ce qui concerne l'Afrique du Sud, à savoir John Maxwell Coetzee d'un côté, Coetzee, pardon, et Albert Camus de l'autre. D'abord, vous soulignez évidemment ce paradoxe du blanc. Vous mentionnez l'ouvrage Orientalisme d'Edouard Saïd. Voilà, on pense aussi à Culture et impérialisme du même Edouard Saïd. Vous soulignez ce paradoxe entre une vision exotique de l'autochtone, mais en même temps une prétention de la part du colon à un ancrage à la terre. Et cependant, cet ancrage dans la terre s'accompagne d'une vision exotique vis-à-vis de ceux qui l'y ont précédé. Oui, j'ai eu le bonheur de rencontrer André Brink, qui est décédé aujourd'hui, et il était absolument fasciné par l'histoire coloniale de l'Algérie et par l'histoire de la libération algérienne. Et il était aussi fasciné par Albert Camus. Donc, quelle a été l'attitude d'Albert Camus? Donc, Nadine Gordimer, J.M. Coetzee, justement, ce sont les Albert Camus, entre guillemets, de l'Afrique du Sud. Oui. Parce d'abord, ils ont lutté contre l'apartheid et ils ont démontré comment comment les colons, les premiers, les Hollandais, les Afrikaners, ont pénétré l'intérieur des terres sud-africaines, de l'Afrique du Sud, et comment ils se sont appropriés les terres en décrétant de manière officielle que l'Afrique du Sud était une terre vierge, donc inoccupée, et qu'il n'y avait pas de Noirs. Sauf que les Sud-Africains étaient des nomades. Les Zoulous allaient d'une région à une autre, et malgré le fait qu'ils avaient décidé que les autochtones n'avaient pas d'histoire, la mémoire sud-africaine des Noirs a été passée d'une génération à l'autre, et les luttes ont toujours existé. Parce qu'on se demande comment se fait-il que tout un peuple accepte l'apartheid de cette manière-là. Et c'était une stratégie du blanc sud-africain de démontrer que le sud-africain était incapable d'action. Mais aujourd'hui, l'histoire démontre justement qu'ils n'ont jamais cessé de se battre. Sauf que les forces étaient à un moment donné déséquilibrées puisqu'ils avaient des armes. Et les Sud-Africains n'avaient que les épées, que les flèches, etc. Ils avaient leur courage et leur bravoure au bout de leurs doigts, si j'ose dire. Et donc l'empereur Tchaka, en Afrique du Sud, et son histoire démontre que les Sud-Africains se sont toujours battus. Et ainsi, cette vision justement de la lutte contre les Blancs, elle est passée d'une génération à une autre jusqu'à arriver à Nelson Mandela, qui était avocat, il faut le dire. Il y avait une seule université pour Noirs, et seuls ceux qui étaient, disons, arrivés à un certain niveau d'aisance économique à ce moment-là, dans les années 40-50, qui ont pu envoyer leurs enfants à l'université, dont Nelson Mandela et Winnie Mandela. Et donc, le flambeau a été repris ainsi. Et dans les townships, c'est cette histoire légendaire des Zoulous, de Tchaka et d'autres, a été rapportée, a été alimentée et a nourri justement ce sentiment qu'ils devaient lutter. Et que sans la lutte, on n'obtiendrait rien. Certes. Vous mentionnez, en contexte d'apartheid, la difficulté, justement, pour tout auteur engagé
de faire ne serait-ce qu'allusion à cet état de choses. Vous dites, je vous cite, hein, toute velléité littéraire appelée à une certaine vigilance pour pouvoir exister littérairement. Et donc il fallait, si on devait mentionner la condition coloniale et la condition de l'apartheid, faire très attention à rester dans l'allusif. Et vous prenez comme exemple type Nadine Gordimer. Oui, Nadine Gordimer a été une combattante anti-apartheid de premier plan. Vous dites dans ses essais, c'était une dénonciation franche et virulente, cependant que dans ses œuvres esthétiques et notamment dans ses nouvelles, là, c'était beaucoup plus allusif, beaucoup plus détourné. Merci d'avoir bien lu cet essai. Je suis toujours étonné que vous soyez étonné. Non, je ne suis pas du tout. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je veux dire, vous avez touché quelque chose d'essentiel en termes littéraires. C'est-à-dire la littérature est là pour justement être au service, si j'ose dire, d'une idée, l'idée de liberté. Et Nadine Gordimer, dans ses essais, parce que, c'est ce que j'allais vous dire, elle était membre de l'ANC. Elle était aux côtés de Nelson Mandela et de Winnie Mandela et de tous les combattants anti-apartheid. Mais dans sa littérature, et elle le dit toujours, je n'ai fait que décrire la réalité existante. C'est-à-dire, évidemment, et vous le savez très bien, il y a les métaphores, il y a les allusions, il y a toute une stratégie. L'ironie. Et l'ironie pour détourner, pour dire ce que la littérature a comme force de dénonciation. Pourquoi ? Parce que les forces de l'apartheid, le gouvernement apartheid, a interdit plusieurs de ses romans. Ils ont interdit aussi un roman de Coetzee, de André Brink. Alors sans parler que les Noirs n'avaient pas le droit d'écrire. C'est aussi simple que ça. Donc tous les ouvrages des Sud-Africains noirs ont été édités à Londres ou à New York à l'époque. Et donc Winnie Mandela, pour en revenir, parce que le but de ce long essai, c'est de montrer comment, dans le cas de l'Afrique du Sud, on peut dire la même chose pour la littérature algérienne francophone, qui est forte, qui ressemble beaucoup à la littérature sud-africaine. Dans la mesure où la littérature et l'histoire s'entremêlent. Et ma question fondamentale était, est-ce que c'est la littérature qui utilise l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire qui utilise la littérature pour démontrer une réalité aussi répressible qu'elle soit? Et il se trouve que on ne peut pas être un écrivain neutre. C'est là où je voulais en venir. Même quand on écrit une histoire d'amour, politiquement, on est engagé parce qu'on ne veut pas parler d'autre chose. Donc, on cache autre chose. Donc, à partir de cette histoire-là, Nadine Gordimer, pour ne pas, une fois qu'elle a été une fois censurée, pour ne pas être censurée, mais ça, c'est dans ses gènes d'écrivaine, de romancière. Elle a toujours écrit depuis l'âge de 15 ans. Elle a publié ses premières nouvelles à 15 ans. Et donc, elle utilisait la métaphore, elle utilisait l'allégorie, hein, justement pour démontrer. Alors, je donne un exemple, mais si vous permettez, très rapidement. Je vous en prie. Elle a écrit une nouvelle, puisque vous avez cité la nouvelle, l'histoire du Chaperon rouge. Et elle a utilisé l'histoire du Chaperon rouge pour démontrer comment l'apartheid apparaît. Et vous avez justement une blanche qui marche le long qui va vers sa grand-mère. Et dans un talus, il y avait un noir qui avait faim. Et elle chantonnait au début de la nouvelle. Voilà, tout est joli, tout est beau, et le noir derrière le buisson, il apparaît. Et il y a une seule phrase. Je ne vais pas raconter toute la nouvelle, mais il y a une seule phrase qui montre la force de Winnie Mandela, Gordimer. de Nadine Gordimer. Toutes les deux, ce sont des femmes de tête.
comment... alors cette phrase, c'est « il était là et elle était là ». Et une phrase aussi simple, « il et elle étaient là », montre quand on lit toute la nouvelle, on revient toujours à cette... C'est-à-dire ils se regardaient et il n'y avait aucune communication. Et elle a continué son chemin en se sauvant. Et donc cette nouvelle démontre de manière féroce, justement, la non-communication et les préjugés que la blanche a du noir, et non pas les préjugés, mais l'envie du noir d'avoir justement ce qu'il y avait dans le panier, peut-être de la nourriture, que sais-je. Voilà un exemple. Oui, les conditions socio-économiques auxquelles il n'a pas accès. Et puis la non-communication surtout. Voilà. C'est-à-dire c'est une allégorie de l'apartheid à partir d'un conte, célèbre. Le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge raconté à l'envers. Justement, on va revenir à la littérature post-indépendance en Afrique du Sud. Cependant, si vous le permettez, on va faire un détour, puisqu'on parle d'esthétique et de romanesque, vers notre romancier, Abdelaziz Atmani, enseignant en littérature, passionné de littérature, animateur d'ateliers d'écriture et auteur d'un premier roman mûrement réfléchi depuis 2015, il me semble, et qui s'intitule « Sin, la lune en miettes ». Tout à fait. Et d'emblée, ma première question, c'est à l'époque où, dans notre époque contemporaine, où le roman expérimental, ou l'autofiction, ou le journal intime transposé en littérature règne, vous nous ramenez avec ce roman vers un genre qui n'est pas désuet, mais qui lui aussi revient en force, et qui est celui de l'épopée. Tout à fait. Alors, on en parle généralement c'est défini comme étant la littérature de l'imaginaire. Il s'apparenterait plus ou moins à l'épopée ou à de la fantaisie dans un genre plus moderne. Et c'est un genre qui n'est pas tout à fait désuet parce qu'il a pas son du tout, public, il revient en force, au contraire. Mais par contre, il est assez méprisé par la littérature dite sérieuse. Académique, on va dire. Oui, voilà. Et il lutte encore pour trouver sa place. D'ailleurs, j'ai eu une pensée d'ailleurs ce matin en repensant à mon roman et de comment le présenter à Ursula K. Le Guin, qui est morte il y a quelques années, qui est une autrice américaine contemporaine de beaucoup d'auteurs masculins de science-fiction, qui a été assez effacée et qui n'a pas obtenu le prix Nobel, justement parce qu'elle a écrit toute sa vie de la fantaisie et de la science-fiction en se basant sur des sciences sociales et non pas sur de la science dure. Et donc voilà, c'est une des figures tutélaires de ce roman-là, justement. Justement, l'épopée et les mythes nous enchantent en ce qui nous renseigne, sinon sur nous-mêmes actuellement, du moins sur ce que nous avons été. Et dans votre roman, vous construisez tout un univers avec des références, avec... vous m'avez rappelé les démarches d'un Tolkien ou d'un Martin, avec un livre sacré, le Mawaïd. Oui. On peut le dire en arabe, El Mawa'id. Voilà. Que vous avez inventé de toutes pièces. Oui, tout à fait. Avec des extraits qui servent d'épigraphe à différents chapitres. Tout à fait. Au début, j'ai vraiment cru que l'ouvrage existait. Donc, je suis parti studieusement faire mes recherches. J'ai très vite compris que c'était une invention pure. Oui. Et donc... j'ai ensuite très vite compris aussi que vous étiez un petit peu farceur. Hein. Il y a d'autres références où vous plaisantez un petit peu, avec notamment les tablettes d'Ossard, il y a de l'ironie, etc. Oui, et vous construisez vraiment un univers, mais cependant, ma question c'est, dans cet univers fantastique, quel est l'ancrage dans le réel et quelle est la part d'histoire et de sociologie, puisque par exemple vous faites référence à l'épopée de Gilgamesh. Oui, tout à fait. Donc en quoi votre univers... moi, en tant que lecteur, me renseignerai sur moi-même, lecteur du XXIe siècle? Alors, justement, cet univers,
en lui-même, ce roman questionne le rapport à l'imaginaire et au réel. Là où s'arrête, il se pose la question de où est-ce que s'arrête l'imaginaire, où est-ce que le réel s'arrête, où est-ce qu'il rejoint l'imaginaire justement, et quelle est la puissance d'évocation qu'a l'imaginaire qui s'introduit et qui a des effets pour le coup réels sur notre réalité, qu'elle soit sociale ou économique ou autre. Et donc, dans sa structure même, je ne saurais pas vous dire à quel moment ou à quel chapitre précisément je me pose cette question-là. C'est vraiment en filigrane tout le long du roman. Mais ensuite, ce roman, il questionne sur notre humanité profonde en réalité. Je me pose... En fait, je l'ai écrit dans un contexte assez particulier parce que j'habitais à l'époque en Amérique latine, un contexte social et économique et culturel que je connaissais absolument pas, que je découvrais. J'avais fait espagnol au lycée, mais j'étais très mauvais élève à l'époque en cours d'espagnol, donc j'ai appris une langue que je méconnaissais. Et j'ai découvert aussi un contexte culturel qui a été récemment christianisé et qui est très habité par le chamanisme, l'animisme, et les latino-américains, notamment au Venezuela où j'ai vécu, ils font référence constamment à cet univers spirituel que nous allons le considérer comme un univers de l'imaginaire parce que nous n'y croyons pas, nous ne l'invoquons pas en tant que croyance. Ouais. Nous avons dépassé le rapport à la nature à travers des esprits. Voilà, tout à fait. Mais eux, par contre, le vivent au quotidien comme étant un dialogue permanent avec leur réalité perceptible et matérielle. Et je m'étais posé cette question-là et notre rapport à nous, à notre imaginaire, qu'on a en grande partie perdu à cause de beaucoup de ruptures dans l'histoire par rapport à nos cultures ancestrales et nos cultures antiques. Et donc, pour essayer de reconstituer ça, ne serait-ce que pour moi-même, je suis allé puiser dans les espaces, non pas les espaces culturels que j'habite, mais qui m'habite. Donc, celui de la Mésopotamie que j'aime beaucoup parce que l'idée d'être là en 2015 à l'époque et de relire l'épopée de Gilgamesh, de relire l'Enuma Elish, qui est le texte fondateur de la civilisation babylonienne même, me fascinait absolument. Et de me dire que ces gens que je peux considérer de façon légitime, je pense comme étant mes ancêtres aussi, même si on n'habite pas les mêmes espaces géographiques. Sur le plan civilisationnel, oui. Tout à fait. Ont réussi à me transmettre ça, ont eu la volonté, le désir en tout cas de me le transmettre, de produire, de créer l'écriture, parce qu'ils l'ont fait à Sumer il y a environ 5000 ans, pour me transmettre leur imaginaire. Et aujourd'hui encore, je puise dedans pour produire moi-même mon propre imaginaire que j'espère transmettre à mes lecteurs, mes futurs lecteurs. Justement, dans une époque fondamentalement technicienne, comment analysez-vous l'attrait que les mythologies et que les épopées telles que la vôtre, ou celle de Tolkien, etc., continuent d'exercer sur les lecteurs? Je pense que... Est-ce que c'est une nostalgie? Est-ce que c'est un archaïsme qui ressurgit? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons profondément besoin de réinvoquer, de réanimer justement les éléments à travers des récits, à travers des symboles
qui pourraient être des personnifications, les éléments tels que la terre, que dans notre mode de vie aujourd'hui très largement urbanisé, on a perdu ce rapport très direct à la terre et aux différents éléments tout simplement. Et il y a ce besoin aussi profond de spiritualité, Peut-être aussi de parler. On a évoqué Camus, chantre de l'absurde. Peut-être aussi de donner du sens à un quotidien, justement, oui, tout qui à semble... fait, tout à fait. Moi, j'estime qu'en Algérie, par exemple, nous avons beaucoup de chance d'avoir encore, ou d'avoir toujours, et j'espère que ça durera, une société profondément spirituelle et qui a un rapport très, très direct et très, très rituel à sa religion, et on tient à notre islam parce que les sociétés très matérielles sont aujourd'hui profondément pauvres. Et j'ai voulu rendre hommage, j'ai voulu imaginer aussi toutes ces spiritualités qui ont existé auparavant sur Terre, tous ces êtres humains qui ont eu besoin à un moment d'expliquer à des moments beaucoup plus primitifs de l'histoire de l'humanité, d'expliquer les différents phénomènes naturels et d'expliquer tout ce qui les entourait comme espace et comme interaction à travers une forme de croyance mythifiée qu'aujourd'hui on appelle mythe, mais à l'époque, c'était bien des croyances, des religions qui étaient vivantes, organisées. Et qui avaient des fonctions sociales. Voilà, la société s'organisait autour du temple essentiellement, et c'était un espace à la fois culturel, économique et politique dans lequel on spéculait, on faisait des lois. C'était un espace où on faisait des lois pour organiser la vie sociale, et je trouvais ça fascinant parce que c'est comme ça que nous sommes organisés en tant que petites agglomérations, puis ensuite en tant que nation. Hélas, le temps manque pour développer tout ce qui se trouve dans ce magnifique roman. Signe la lune en miettes, notamment le fait que les croyances sont actives et que quand les idées pénètrent les masses, elles deviennent une force matérielle. Vous montrez des thèmes tels que la prophétie autoréalisatrice et d'autres thèmes encore qui, malgré la temporalité que vous situez, résonnent dans notre présent. Je rappelle encore une fois, Abdelaziz Othmani, votre premier roman, Signe la lune en miettes. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci. Je me tourne vers vous, Monsieur Benaouda Al-Fdaï. Je rappelle votre ouvrage Afrique du Sud, Histoire et littérature. Le temps manque pour développer sur la littérature post-indépendance en Afrique du Sud, hélas. Je vous laisse cependant le mot de la fin. Alors le mot de la fin, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. La littérature africaine de manière générale utilise beaucoup l'oralité, justement, qui évoque la spiritualité, l'animisme, le vaudou, etc., pour justement montrer, et c'était le sujet de notre première journée hier au salon, à l'Espace Afrique, justement que ces spiritualités-là font la pensée africaine, alors qu'on avait dit qu'il n'y avait pas de pensée africaine. Alors pour en revenir à la période post-apartheid, bien entendu, ce qui était extraordinaire en Afrique du Sud, c'est que le premier président post-apartheid a été bien sûr Nelson Mandela, donc premier président noir en Afrique du Sud. Et ça a été absolument révolutionnaire dans le monde, dans la mesure où les Blancs qui étaient juste avant le fameux vote pour abolir l'apartheid, est considéré donc Nelson Mandela comme un terroriste, comme un ennemi de cette société blanche bien organisée, applaudissait et était heureux d'avoir Nelson Mandela comme président, parce qu'il a été le président de la réconciliation. Le président de la réconciliation des Blancs qui l'a considéré comme sud-africain
justement sur le plan économique pour garder la puissance de l'Afrique du Sud qui était importante. Et bien entendu, il n'a pas fait. Il y a eu quelques erreurs au niveau parcours, évidemment. de parcours, mais là on ne va pas revenir là-dessus. Mais la littérature post-apartheid montre aujourd'hui qu'elle continue la lutte. Alors la lutte, elle n'est plus une lutte raciale et qu'on découvre dans beaucoup de romans post-apartheid, c'est devenu des romans parce qu'ils sont très engagés, les Sud-Africains, aussi blancs que noirs, aujourd'hui, pour dénoncer les questions économiques et les inégalités, les disparités de classe économiques entre les blancs et les noirs, et aujourd'hui, on peut voir des blancs aussi pauvres que des noirs. Oui, et des noirs entre Sud-Africains. Voilà. Entre Sud-Africains, blancs et noirs. Merci beaucoup, Monsieur Lebdaï, pour votre présence et pour Merci. votre superbe ouvrage. Afrique du Sud, pardon, histoire et littérature. Et puis surtout, merci de m'offrir le mot de la fin. Vous avez mentionné Nelson Mandela, considéré comme terroriste. Tous les résistants sont considérés comme des terroristes jusqu'à ce qu'ils mènent leur combat jusqu'au bout. Une pensée pour le peuple palestinien en lutte. Merci, chers amis, d'avoir été parmi nous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt.